La rose et le coquelicot par Catherine Andrieux. Il y a, dans ce texte, une manière de se dépouiller qui n'a rien de plaintif, une manière de laisser derrière soi, non pas en fuyant, mais en dressant l'inventaire exact de ce qui fut tenu, manié, mâché, soufflé, aimé. Robert Vitton ne renonce pas, il lègue, et ce legs est un acte politique autant qu'un geste poétique. Car dans ce qu'il abandonne, il le confie à des forces inférieures, souterraines, grognantes, aux chiens, aux bas aux chiens, aux murs, au vent, aux galériens. Rien ici n'est destiné au salon ni aux boutonnières. Le poème avance comme une marche funèbre ironique, un cortège de briques et de brocs, de frusques, d'outils, de voix usées et de silences entaillés. C'est un corps entier qui se démonte, pièce par pièce, non pour disparaître, mais pour contaminer le monde. Chaque objet laissé est une preuve d'un travail manuel, d'un rapport charnel au langage, d'une écriture qui lime, qui vrille, qui rabote la syntaxe et la morale. Ici, écrire n'est jamais décoratif, c'est un métier à risque. Et puis revient, lancinant, implacable, ce refrain. Nous ne brandissons pas les mêmes calicots. La phrase agit comme une frontière nette, une ligne de partage irréconciliable. D'un côté, la rose muscade, fleur polissée, domestiquée, offerte à la bienséance, à l'élégance inoffensive. De l'autre, le coquelicot, fleur du sang, de la poussière, de la guerre et de la mort. La rose se porte, le coquelicot pique. Il n'orne pas, il marque. Sur les lèvres du poète, la mort n'est pas un thème. Elle est une compagne ironique, presque une signature. Elle pique comme on pique une étoffe, comme on pique un ver, comme on inocule un poison lent. La mort ici n'est pas l'ennemi, elle est ce qui empêche de mentir. Elle garantit la gravité du geste, elle rend toute posture ridicule. Face à cela, il y a vous. Ce vous, vague et accusateur, silhouette molle au bas des barricades, ceux qui l'antiponnent, gesticulent, tergiversent, ceux qui n'entrent jamais vraiment dans le combat, mais s'agitent à sa périphérie. Le poème ne les attaque pas frontalement, il les laisse s'épuiser dans leurs mouvements inutiles. Le verbe est cruel, précis, presque clinique. Le ridicule n'est pas dénoncé, il est montré. Ce texte est profondément existentiel parce qu'il pose une question simple et sans appel. Qu'est-ce que nous faisons de nos outils, de nos voix, de nos idées? À qui les donnons-nous? À quelle mort consentons-nous? La poésie de Vitton ne cherche pas à sauver, elle trie, elle sépare. Elle choisit son camp, celui des galériens, des rimailleurs, des murmures murés, des idées biscornues jetées au vent. Et c'est là que réside l'intelligence du poème, dans ce refus absolu de l'illusion héroïque. Le poète ne se hisse pas sur la barricade, il la dépasse. Il parle depuis l'autre côté, celui où l'on sait que la beauté véritable n'a pas d'insigne, pas de boutonnière, pas de rose à offrir. Seulement un coquelicot planté dans la bouche, rouge, fragile, indécent, impossible à récupérer. La rose et le coquelicot n'est pas un poème de renoncement, c'est un poème de transmission radicale. Tout y est donné, jusqu'à l'automobile, jusqu'aux plumes, jusqu'aux 2 jantes voilées, comme si le seul luxe encore acceptable était de ne rien garder, de laisser au monde ce qui brûle, ce qui coupe, ce qui grogne, ce qui dérange. Et quand le texte se referme, il ne reste rien à discuter. Les calicots sont levés, les camps sont visibles, la poésie, elle, continue, du côté de ceux qui acceptent que la mort pique leurs lèvres pour que la parole reste vivante.